Le Shuttle, dimanche 18 octobre 2015, 14h14. Malo siffla. « Rappelez-moi quand a été écrit ce texte ?»« Je ne sais pas, » répondit l'enseignante embarrassée. « Si on admet l'hypothèse qu'il a été écrit du vivant de Gerbert, alors avant 1003, puisqu'il est mort à cette date. Néanmoins, la reliure me semble plus récente, du XVIIe, je dirais, mais pas plus tard. Elle est vraiment ancienne. Ce qui signifie, conclut Malo pour lui-même, qu'au plus récent, ce texte a été rédigé en 1600 et des poussières. » Ils s'entre-regardèrent. C'était dingue. Un récit du XVIIe siècle, peut-être même du XIe siècle, dont le narrateur soulevait les problèmes d'écologie actuels et prophétisait rien moins que la fin du monde dans les 50 prochaines années. Nostradamus pouvait se rhabiller. Vous ne pensez pas qu'il peut s'agir d'un canular? Que votre ami Bergier ou un autre a pu écrire ce texte? Il cherchait une explication rationnelle. Il avait l'impression que la réalité commençait à le fuir, à dérailler. L'enseignante secoua la tête. « Non, enfin je ne crois pas. C'est toujours possible, bien sûr, mais... » Elle remonta une mèche de cheveux au-dessus de son oreille en un geste étudié. Puis elle saisit le carnet original dans son sac, le leva et le fit tourner dans ses doigts. Le métal dont était doublée la couverture et le mécanisme qu'il contenait miroita. Il suffit à Malo d'un regard pour savoir instinctivement que ce n'était pas une contrefaçon récente. L'ancienneté et la facture de l'objet, non, rien de tout cela n'était factice. Du reste, pourquoi s'être donné tant de mal à cacher et dissimuler ce carnet dans un endroit où on ne pouvait pas le trouver et encrypter le texte? Certes, il savait que certains auteurs de mystification se dépensaient sans compter pour créer des reliques ou des faux qui avaient toute l'apparence des vrais. Mais ils se débrouillaient alors pour que quelqu'un les découvre, en faisant semblant de les avoir découverts eux-mêmes. Bergier, pas plus que son assassin, n'avait laissé l'objet en évidence. Au contraire, il s'était ingénié à le soustraire au regard. Restait la possibilité que le meurtrier les plaçait là pour les induire en erreur. Mais une fois encore, ça ne tenait pas la route. Comment aurait-il connu cette cachette de l'horloge? Elle n'était pas bien grande, juste assez pour contenir le carnet en question. Non, ça n'était pas plausible. Je pense qu'il est authentique, acheva l'enseignante dans un souffle, comme si le dire plus haut eût risqué de déchaîner sur elle quelque foudre divine. Eh ben, il était en avance sur son temps, lui. La réplique tonitruante d'Albert le fit sourire et brisa la chape de plomb qu'il sentait s'abattre sur ses épaules. Il l'avait exprimé en ces mots, mais il n'avait pas tort, et Malo en avait le vertige. Imaginez qu'au XVIIe siècle, peut-être même au XIe, un homme s'était livré à une suite de calculs savants pour parvenir à la conclusion exacte que tiraient actuellement les économistes et les écologistes, à savoir que le monde était au bord d'une crise d'une ampleur encore jamais vue. Car il ne s'agissait pas d'un texte obscur, farci d'images à double ou triple sens, ou de versets abscons qu'on pouvait interpréter selon sa propre volonté. Non. Les mots précis ne laissaient aucune place au doute. Celui qui avait rédigé ces lignes avait réussi à extrapoler, avec une exactitude ahurissante, le devenir de la société humaine plus de 1000 ans après son époque. Et si on acceptait qu'il eût pu faire cela, il fallait aussi accepter que tout le reste, cette histoire de supérieur inconnu, ce savoir fabuleux caché aux profanes et fractionné depuis plus de 1000 ans, soit vrai aussi. Malo savait, dès le départ de cette histoire, qu'il avait mis le doigt sur quelque chose d'énorme. Mais à ce point-là, Mademoiselle Mignon le formula alors même que lui en venait la pensée. Vous rendez-vous compte de ce que ça signifie? Oui, murmura Malo, que ça remet en cause tout ce que nous croyons savoir de l'histoire de ce monde. Il avait chuchoté ces mots. Combien de fois l'avait-il entendu ou lu cette phrase dans des films ou des journaux? Mais cette fois, c'était vrai, totalement vrai et terrifiant. Car l'enquête qu'il poursuivait prenait une toute autre dimension, et sa finalité également. Les cartes
Bon sang, les cartes, souffla-t-il. Comment? Mademoiselle Mignon le fixait, une expression curieuse sur son beau visage, aux yeux subtilement bridés. Ce type, l'assassin, ce ne sont pas des reliques qu'il veut, ou en tout cas pas seulement. Il veut réunir les cartes et l'homoncule. Quoi? Il se tourna vers sa charmante voisine, qui l'observait avec un regard partagé entre inquiétude et curiosité. L'homoncule, la créature de métal, vous vous rappelez? Vous nous disiez qu'elle recelait de très grands pouvoirs. Ceux que... Comment s'appelait-il déjà? L'empereur d'Inde. Asoka. Voilà, c'est ça. Qu'Asoka a déchaîné sur ses adversaires. Et qu'il avait justement fait démanteler l'homoncule en 9 morceaux pour que jamais plus on ne l'utilise pour asservir des hommes. Que de grands malheurs pourraient arriver si cela se produisait. Et qu'il avait confié chacun de ces morceaux à un des supérieurs inconnus. Oui, mais si on accepte le postulat, il y a de fortes chances que notre antiquaire ait été un des 9, puisqu'il avait une des cartes. Oui, celui qui maîtrisait la cosmogonie, acquiesça-t-elle. Exactement. Alors, il aurait dû posséder un des morceaux de l'homoncule. Une main, ou je ne sais pas, moi. Et nous n'avons rien trouvé de tel. Ce qui veut dire qu'il l'avait soit caché ailleurs, soit que l'assassin s'en a emparé avant que nous n'arrivions. Il est déjà en possession de la tête. Et peut-être même... Oh, bon sang, quel idiot j'ai pu être. Comment? Cette fois, elle ne le suivait plus, et on devinait l'agacement poindre sur ses traits. Bergier, votre ami Bergier, c'en était un. Quoi? Bien sûr, c'est évident. C'en était un, puisqu'il possédait une des cartes. Quand il a appris que la tête avait été retrouvée, il a voulu la récupérer, soit pour la mettre en sûreté, soit parce qu'il voulait l'utiliser. Enfin, peu importe. Mais l'autre l'a pris de vitesse. Tandis qu'il parlait, Malo discernait un peu mieux le motif du puzzle et commençait à en deviner les pièces, même s'il ignorait encore dans quel ordre elles s'assemblaient. « Un quoi » s'énerva mademoiselle Mignon. « Un supérieur inconnu » la renseigna obligeamment Albert, de sa voix tonitruante, tout heureux de montrer qu'il avait suivi la conversation. Malo, fauché en plein élan, allait lui faire remarquer qu'il aurait pu brailler un peu plus fort, mais l'enseignante ne lui en laissa pas le temps. « Roger » Elle sembla un instant s'interroger, avant de secouer la tête avec un sourire incrédule. « Non, c'est impossible, pas lui. »« Vous en êtes bien sûr ?»« Je pense, Elle paraissait troublée. « Réfléchissez. Une vaste érudition, une connaissance encyclopédique de certains sujets. Vous aviez dit que vous ne croyiez pas à cette histoire de confrérie, que selon vous c'était juste quelques illuminés qui... C'est peut-être le cas, trancha-t-il, mais ça n'empêche pas qu'il peut en faire partie, et que si ce que vous pensez de ce carnet est vrai et que les 9 supérieurs inconnus existent... Il y eut un long silence qu'elle finit par rompre. Bon, même en admettant que ce soit vrai, qu'il ait fait partie de ces 9 supérieurs inconnus, lequel aurait-il été? Je ne sais pas. Voyons. Pas celui de la cosmogonie, en tout cas. Mais ça en laisse 8 autres. À quoi il s'intéressait, votre Roger? La réaction fut immédiate. Ce n'était pas mon Roger, et en dehors de Gerbert, il s'intéressait à tout, mais particulièrement au Moyen-Âge. Vous avez bien vu sa maison, vous aussi. Oui, Malo avait vu sa maison, du moins une partie. Il ferma les yeux, replongea dans son donjon mémoriel, passa à la grande salle où il surprit quelques gobelins à ranger les objets qui traînaient sur la table dans leurs casiers respectifs, en couinant des petits cris bizarres. Il s'engagea dans un couloir de pierre sombre et luisante où s'alignaient dans la lueur des torchères des portes de bois rébarbatives. Sur chacune était clouée une planche gravée d'une écriture plus ou moins gothique. Il s'arrêta sur la 3e en partant de la gauche, lieu récent. Il entra. À l'intérieur, une pièce qui aurait pu ressembler à l'interprétation médiévale d'une salle de cinéma, avec des rangées de sièges gothiques, mais à dossiers rabattables, et un écran de projection. Au fond, une cabine de projectionniste, tout en bois elle aussi, et une sorte de projecteur. Le long des murs grimpait une bibliothèque où s'alignait un grand nombre de casiers, et dans ces casiers autant de boîtes contenant autant de bobines
comme dans les vieilles salles de cinéma. Il chercha et finit par repérer celle qui l'intéressait. Maison de berger. Il tendit la main, la prit. À peine la tenait-il qu'il entendait derrière lui une cavalcade de petits pas et que le gobelin projectionniste se précipitait vers lui pour saisir la bobine et, dans un piaillement satisfait, disparaître dans la cabine. Malo s'assit, la séance commença. Il vit de nouveau la porte, puis l'entrée avec ses statues venues des quatre coins du monde, la montée d'escalier avec ses tableaux, ses bas-reliefs. Il s'attarda sur l'un et sur l'autre, qu'ils soient grecs ou précolombiens. Ici et là, il remarqua des minéraux, des pierres, certaines aux reflets dorés ou argentés. Dans une niche, un curieux alambic. Sur le palier, il releva la présence d'un étrange objet auquel il n'avait pas prêté attention. Un four, peut-être, visiblement très ancien. Il l'avait vu du coin de l'œil sans vraiment le regarder, concentré qu'il était sur les tuyaux qui couraient au sol et sur la pièce où il le menait. Le four, en bord de son cône de vision, était donc légèrement flou. Il se retrouva dans le bureau et, une fois encore, s'approcha des rayonnages, remarqua des bibelots auxquels il n'avait tout d'abord accordé qu'un coup d'œil distrait, de curieux contenants en verre ou en métal. Beaucoup de livres avaient brûlé, mais il en restait suffisamment pour qu'il se fasse une idée. Les minéraux, la forge des métaux, Aristote, Bolos de Mendes, Zosime de Panapolis. Un peu plus loin, à moitié dévoré par les flammes, mais encore reconnaissable, un gros volume nommé Theatrum Chemicum. Un autre, la bibliothèque des philosophes chimiques. Et d'autres noms. Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, Nicolas Flamel. Un peu plus loin, un volume en cuir, Fulcanelli. Un autre, là, noirci, presque illisible. Malo s'approcha pour décrypter un nom, Helvétius. Il n'était pas très versé en la matière, mais tout cela, ajouté à ce qu'il avait vu dans le couloir, finissait par faire sens. Il ouvrit les yeux. La transmutation des métaux, l'alchimie, c'était lui. « Vous êtes bien sûr de vous ?» lui fit remarquer mademoiselle Mignon. « Les minéraux, les contenants, les livres sur les étagères. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que Nicolas Flamel est un des alchimistes les plus fameux qui ait existé. Vous n'aviez pas remarqué? Des rayonnages entiers sur l'alchimie. Ça concorde. Si votre copain était un des 9, c'était celui qui possédait la science de la transmutation des métaux. Bon, soit, acquiesça-t-elle de mauvaise grâce. Admettons. Ça nous mène où? Au mobile, répondit aussitôt Malo, alors qu'il passait à toute vitesse devant un petit hameau blotti au sein de la verdure. Nous savons à présent pourquoi on a tué votre ami Bergier, et ce qu'on est venu chercher chez lui. C'est déjà un début. De l'autre côté de la tablette leur parvint la voix douce et distinguée de Miss Boyd, avec son accent délicieux et caricatural. « Dear Miss !»« Mignon !» lui précisa obligeamment l'enseignante. « Mignonne !» s'extasia la petite mamie aux cheveux blancs. « Delicious ! Je vous en prie, continuez de nous lire cette passionnante histoire. Je meurs d'envie de connaître la suite. » L'enseignante lança un regard amusé à Malo, qui le lui rendit en retenant un sourire. « Oh, et tenez !» ajouta la charmante citoyenne britannique, en allant piocher dans son sac une boîte à gâteaux en fer qu'elle ouvrit et posa sur la tablette qui les séparait. « Vous devez avoir faim. Surtout vous, jeune homme !» termina-t-elle avec un coup d'œil en direction d'Albert qui, même assis, la dépassait de 2 têtes. « Une grande carcasse comme ça, il faut la nourrir. » Elle avait prononcé le mot lentement en déliant chaque syllabe. Elle désigna le contenu de la boîte. « Tenez, c'est pour vous. » Albert baissa les yeux, Malo fit de même pour découvrir les petits biscuits en bâtonnets typiquement anglais. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le géant d'une voix suspicieuse en regardant d'un œil méfiant l'intérieur du récipient, comme si on lui avait proposé de gros verres gluants et luisants. « Ce que l'Auvergnat connaît pas, l'Auvergnat mange pas, » disait un vieux proverbe de la région qu'Albert aurait certainement pu sortir dans son patois local.
Et le cantalien qu'était Albert était à l'auvergnat ce que le calvat est au jus de pomme. Déjà que les spécialités des autres régions, même fromagères, lui inspiraient au mieux une méfiance atavique ou un mépris diffus, alors en plus une spécialité angloise. Mais Albert avait reçu une éducation à l'ancienne. Il savait qu'il était très impoli de refuser des gâteaux proposés avec générosité, et par une vieille dame par-dessus le marché, même anglaise. Avec des gestes lents, comme il aurait signé son arrêt de mort, il se saisit d'un des petits biscuits, le porta à sa bouche, déglutit et croqua dedans du bout des dents. Il commença à mâcher avec une certaine appréhension qui fit bientôt place à une autre émotion, le ravissement. Ce fut en ouvrant grand sa bouche phénoménale qu'il enfourna le reste du gâteau. Il en saisit aussitôt un second, et le levait déjà pour l'avaler, mais s'arrêta à mi-chemin pour se tourner vers la vieille dame. « Je peux ?» Cette dernière répondit, avec un grand sourire qui plissa toutes ses belles rides de générosité comblées. « Bien sûr, ils sont là, Poussin. Vous savez, à mon âge, je ne mangerai pas tout ça. Je les ai cuisinés avant de partir de ma résidence en France, en me disant bien que je trouverais des amateurs. » Elle ajouta en regardant tour à tour Malot et mademoiselle Mignon. « Mais allez-y, je vous en prie. » Albert avait déjà englouti son second gâteau quand Malot attrapa son premier et le porta à la bouche pour croquer dans la pâte sablée, qui se brisa sous ses dents pour libérer un arôme de gingembre poivré qui l'électrisa. C'était indécemment gras et sucré, comme tous ces biscuits dont les Anglais ont le secret pour accompagner leur thé, et scandaleusement délicieux. « C'est comment leur nom ?» demanda Albert, la bouche pleine, qui s'en excusa aussitôt quand il vit le regard réprobateur que lui jetait mademoiselle Mignon. Il venait de se réconcilier avec l'Angleterre tout entière, Albert, d'oublier des années de méfiance et de haine qui remontaient au moins à la guerre de 100 ans, où quelques-uns de ses ancêtres avaient dû concasser de l'anglois à coups de gourdin au service de quelques seigneurs à peine moins crottés que ses croquants. Des shortbreads au gingembre, mais attention, cela s'en fait selon la recette traditionnelle écossaise, avec de la farine d'avoine, pas de blé. Ma famille est écossaise, du côté de ma mère, ajouta-t-elle après un instant. Vous ne goûtez pas, Miss Mignon? L'enseignante, prise en faute de non-gourmandise, tendit une main fine vers la boîte et cassa un petit bout de shortbreads pour le grignoter avec un appétit de souris. Délicieux, convint-elle en picorant le biscuit du bout des lèvres. On voyait bien qu'elle mangeait par politesse, et peut-être appréciait-elle vraiment, mais Malot devinait qu'elle surveillait sa ligne de manière obsessionnelle, le genre à faire la diète 2 jours et s'abrutir de sport dès qu'elle avalait une cacahuète. Miss Boyd dut le comprendre et lui lança un regard entendu. Mademoiselle Mignon plongea donc à nouveau les yeux sur son Moleskine et reprit, de cette voix qui se transformait subtilement au fil des mots, comme si, inconsciemment, elle empruntait les intonations d'un autre. Quand je lui ai annoncé le résultat de mes calculs, mon maître ne voulut pas me croire. Il prétendit que personne ne pouvait ainsi prévoir, sur une si longue période, le devenir des sociétés, que j'avais dû me tromper, que mes conclusions étaient fausses. Nous avons refait les calculs tous les deux, étape par étape. Parfois, j'allais trop vite pour lui. Je devais m'arrêter pour lui expliquer un raisonnement que je n'avais pas pris la peine de porter à l'écrit. C'est ainsi que je compris que j'avais, dès ce moment, dépassé en savoir mon maître et ami. J'en conclus à la fois une grande fierté et une certaine déception. Cet homme que j'avais admiré pour ses connaissances, son intelligence, tombait de son piédestal, tandis que je réalisais que je lui étais supérieur. Je me rendis compte alors que je commettais là un péché d'orgueil. J'en demandai intérieurement pardon au Seigneur. Je me tournai vers mon maître, plein de confiance et de résolution. Il trouverait sûrement une solution pour éviter cette fin atroce. Naïf que j'étais, j'avais encore foi dans le vouloir des hommes. La voix de mademoiselle Mignon, chargée d'intonations plus sombres, avait baissé d'une octave. Malot en retint un frisson. Mais déjà, elle reprenait, inconsciente du trouble qu'elle semait autour d'elle. Je le découvris assis à la table où nous avions refait nos calculs, le visage livide.
Le trouver si faible, abattu, me blessa. Je décidai de le secouer de sa torpeur, tandis qu'il ne cessait de répéter « Tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit et nous allons disparaître. » Je lui affirmai qu'il devait exister un moyen d'éviter cet apocalypse. Quand il me demanda lequel, cela s'imposa à moi, telle une évidence. J'affirmai, sûr de mon fait, qu'il fallait changer les variables du calcul, en influant sur l'histoire, et ceux qui la faisaient. Nous le pouvions. Non, nous devions le faire, et nous en avions les moyens. Elle fit une pause durant laquelle aucun des trois autres ne prononça un mot, attendant qu'elle continue pour connaître la suite de cette extraordinaire histoire. Ce témoignage d'un homme qui avait vécu près de 1000 ans plus tôt et avait eu accès à un savoir effrayant comme jamais l'humanité n'en avait possédé, celui de prédire l'avenir. « C'est impossible !» s'exclama mon maître. « Cela ne doit pas être. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas utiliser notre savoir pour influer sur le cours des événements. C'est un de nos commandements les plus incontournables. Nous sommes détenteurs de pouvoirs extraordinaires, hors de portée et de compréhension du commun des mortels. Nous en sommes les gardiens, mais nous ne devons jamais les utiliser. Jamais. » Elle prit une grande inspiration, attrapa la petite bouteille d'eau minérale et en avala la moitié avant de la reposer et de reprendre sa lecture. Nous nous disputâmes. Le ton monta. Je voulais récupérer la carte gravée contenant les savoirs de mon maître, y compris ceux qu'il n'avait pas encore enseignés, mais il refusa. Je m'emparai du coffret. Il se jeta sur moi pour le reprendre. Nous luttâmes. Il trébucha, tomba. Sa tête vint heurter le linteau de pierre de la cheminée. Il s'effondra. « My God !» ponctua Miss Boyd. Albert, qui avait déjà baffré la moitié des shortbreads, fit écho de manière plus rustique. « Mille adieux !» Mademoiselle Mignon, visiblement ravie de l'effet produit sur son auditoire, poursuivit donc. Je me précipitai vers lui en bredouillant des paroles sans suite, des excuses, mais aucune excuse au monde ne pouvait à présent réparer ce que j'avais fait. Mon maître était mort. Le coup à la tempe, quand son crâne avait heurté la pierre, l'avait foudroyé. J'étais anéanti. Autant par la perte de mon maître que par le crime que je venais de commettre, même involontairement. J'avais tué un homme, enfreint un des premiers commandements de notre sainte Église. Moi qui avais toujours voulu contribuer au bien-être et au bonheur de mes semblables, je venais d'assassiner celui qui avait été mon ami et enseignant. J'étais prêt à me livrer à mes frères et à faire pénitence pour mes actes. Le Seigneur m'en soit témoin. Mais au moment de me lever, de sortir de la pièce pour aller avouer mon crime, me vint une autre pensée. Une pensée qui s'imposa à moi comme une évidence. Ce n'était pas un hasard. Si le destin m'avait conduit de mon petit village perdu au fin fond du comté de Toulouse jusqu'à ce monastère pour rencontrer mon maître et apprendre son savoir. Moi qui m'étais révélé plus doué que lui dans les mathématiques et l'algèbre, c'était notre Seigneur qui m'avait choisi pour me révéler, grâce à ce savoir, le devenir de ce monde et de ceux qui le peuplent. Et je ne pouvais penser qu'il l'avait fait seulement pour le plaisir de me tourmenter. Ce qui signifiait que, contrairement à ce que pensait mon maître, il voulait que j'utilise ce savoir à bon escient, pour sauver les hommes de leurs erreurs. Oui, mon maître avait eu tort, et moi raison. J'en étais, et j'en demeure persuadé. Le Seigneur ne m'avait pas amené là en vain, peu importaient les dogmes des supérieurs inconnus. Leur savoir devait rester dispersé tant que l'humanité ne serait pas prête. Mes nécessités faisaient loi. Et si mon maître avait heurté le linteau de la cheminée, c'est que le Seigneur l'avait voulu ainsi. Lui qui disposait de la vie et de la mort de tous les êtres de cet univers. Que pèse la mort d'un homme quand le sort de l'humanité tout entière est en jeu? Ma mission m'apparaissait maintenant avec une limpidité absolue. Sauver cette société et ce monde de la rapacité de ceux qui le gouvernaient. Jolie justification pour un assassinat. Il me plaît de plus en plus, votre Gerbert. Mademoiselle Mignon lui lança un regard en coin. Quelque part, on peut le comprendre.
Une vie contre l'humanité. Ça commence comme ça, et on justifie tout. Les massacres, les épurations ethniques, même les camps de la mort. Un meurtre reste un meurtre. « Oh, darling !» la pressa Miss Bode. « Continuez, je vous en prie. » L'enseignante accueillit ces paroles avec un sourire et poursuivit. Ce 22 août 911, je m'emparai donc de la carte, le Codex Mechanicum et du fragment de l'homoncule et fis passer la mort de mon maître pour un accident. On me crut. Albert, cette fois, s'abstint de tout commentaire, mais son expression scandalisée était assez éloquente. Mon but, dorénavant, était de changer le futur de ce monde pour éviter l'extinction de la race humaine et de toutes les créatures vivant à sa surface ou dans ses océans. Et pour cela, il n'y avait qu'une solution qui fasse sens à mes yeux. Éduquer les dirigeants et contribuer à former un vaste empire dont le chef, éclairé et sage, guiderait l'humanité vers un avenir radieux et non la destruction. Je m'étais concilié les bonnes grâces du pape Jean XIII depuis mon arrivée à Rome et l'avais favorablement impressionné. Il me fut donc assez facile de lui suggérer, puisque je maîtrisais parfaitement la musique et l'astronomie, d'envoyer un légat pour en informer Othon Ier. Mademoiselle Mignon releva la tête pour préciser, avec un souci tout professoral. Le concurrent de Lothaire et le fondateur de ce qui deviendra le Saint-Empire germanique. Tout c'est clair, la titilla Malo, ce qui lui valut un regard appuyé de ceux qu'elle devait habituellement réserver aux élèves dissipés. Je peux continuer ? Je vous en prie, répondit-il avec un petit sourire narquois et l'impression d'être un sale gosse. La rencontre fut conforme à mes attentes, car Othon Ier souhaita me conserver dans son entourage pour faire de moi le précepteur de son fils, Othon II. Extraordinaire, éclata Malo. Un Richelieu avant l'heure. L'éminence grise, toujours dans l'ombre des puissants. Mademoiselle Mignon revint à ses notes. Mais je savais que pour accomplir la volonté du Tout-Puissant, pour sauver l'humanité de son autodestruction, il me faudrait plus que cela. Je devrais réunir ce qui n'avait pas été réuni depuis plus de 1000 ans, les connaissances des 9 supérieurs inconnus et les fragments de l'homoncule. Ainsi, en possession de ce savoir et de ce pouvoir, pourrais-je contribuer à créer, en lieu et place de royaumes disparates dirigés par autant de petits monarques égoïstes, seulement préoccupés par leur pouvoir, leurs prérogatives et leurs richesses, un vaste empire avançant vers un avenir radieux sous la férule d'un chef éclairé. Elle se tut. « Dear Miss Mignon, vous n'allez pas nous laisser comme ça. »« J'ai bien peur que si, » répondit l'enseignante qui ajouta en se tournant vers Malo. « C'est tout ce que j'ai eu le temps de décoder. »« C'est déjà beaucoup, » répondit ce dernier, qui se rendait compte de la quantité de travail que représentait le décryptage de chaque page, même une fois le code connu. Il était étonné que mademoiselle Mignon réussît à en traduire autant en si peu de temps. Ce petit bout de femme à panache d'écureuil rouquin ne laissait décidément pas de le surprendre. Il ajouta, en lançant un regard en direction des fenêtres où défilait à présent non plus la verte campagne anglaise, mais les maisons de briques de la suburbe londonienne. Le voyage tire à sa fin. Nous arrivons à Saint-Pancras. Il pesta, un œil réprobateur braqué sur Albert, dont la main s'égarait vers le dernier shortbread à avoir échappé à son appétit d'ogre. « Arrêtez avec ces gâteaux !» Le fautif, la main en suspens au-dessus du biscuit, lui retourna un regard d'enfant injustement brimé. « Ils sont délicieux !» Miss Boyd prit la défense du colosse. « I beg your pardon, mais ce jeune homme a besoin d'énergie. Il me rappelle un de mes cousins de Glasgow. Il avait à peu près le même physique. »« Le même physique qu'Albert ?» s'étonna Malo, qui trouvait la chose pour le moins difficile et jugeait qu'un Albert, c'était déjà bien suffisant pour la planète tout entière. De savoir qu'il avait son sosie en Écosse ne le rassurait pas outre mesure. « Oh yes, il était champion de Caber. »« Caber. Qu'est-ce que c'est ?» s'enquit Malo, qui ne se souvenait pas d'avoir jamais entendu ce mot. « Oh !» s'exclama la vieille Anglaise avec un air confus. « Le lancer de... comment dites-vous déjà ? Tronc d'arbre. »
Malot vit soudain face à lui s'illuminer le visage d'Albert qui, pour le coup, envisageait qu'il pourrait peut-être devenir champion de quelque chose en Grande-Bretagne, pourvu qu'on lui donne à manger de ces délicieux petits biscuits au nom à coucher dehors, au beurre et à l'autre truc qui se termine en ambre. Comme il avait l'aval de la propriétaire, il prit le dernier shortbread et, avec un regard de défi, le mâcha avec délectation devant un Malot fulminant. « Albert !